Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de cours de seconde sur les nombres premiers et les entiers naturels. Donc, petite remarque, si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur leornian.net, je vous invite à vous connecter sur le site parce que vous pourrez voir tout le cours de seconde, première et terminale de façon plus structurée que sur YouTube. Voilà. Donc maintenant, venons-en au vif du sujet et commençons à parler des différents théorèmes. Alors, le premier théorème, qu'on est censé admettre, mais je vais vous donner une idée de la démonstration par la suite, c'est que si je prends un entier n supérieur à 2, donc un entier n quelconque supérieur à 2, et ben il admet forcément un diviseur premier. Donc ça se dit de la façon suivante, tout entier n supérieur à 2 admet un diviseur premier. Alors quelques exemples. Par exemple, si je vais prendre le nombre 63, et ben je vais remarquer que 63 est divisible par le nombre 3 qui est premier, donc en effet, il existe un nombre premier supérieur à 2 qui divise 63. Par exemple, si je prends 29, eh ben, je remarque que 29 est premier lui-même. Et dans ce cas, en effet, il existe un nombre premier plus grand que 2 qui divise 29, c'est 29 lui-même. Alors maintenant, je vais essayer de donner une idée de la démonstration parce que je trouve que c'est vraiment ça le plus intéressant ici. Alors en fait, on va donner une idée d'un certain algorithme. Alors quelle est l'idée ? Voilà. Donc, je vais commencer avec un nombre au hasard. Donc ici, j'ai pris exemple 40. Ok, alors je vais effacer tout ça pour montrer le raisonnement. En fait, il y a deux possibilités. 40, soit il est premier, soit il n'est pas premier. Okay. Imaginons que si c'est un nombre premier, imaginons que ce soit un nombre premier, ça n'allait pas, hein, mais imaginons si c'est un nombre premier. Dans ce cas, on dirait, ah bah super, 40 est divisé par 40, 40 serait premier, et dans ce cas, on dirait, ben super, j'ai un nombre premier qui divise notre nombre en question, c'est le nombre lui-même. Et dans ce cas, l'algorithme serait terminé. On en aurait trouvé un, lui-même. Imaginons que ce nombre-là n'est pas premier. Genre, imaginons, comme ici c'est le cas, 40 n'est pas premier. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il existe A et B, tels que A et B sont différents de 1 et de 40, et que A fois B est égal à 40. Donc, il existe forcément de tels nombres. Petite remarque, A et B sont les deux forcément strictement plus petits que 40. Donc, et ça va être important par la suite parce qu'on va répéter l'expérience plusieurs fois et vu qu'on va baisser au fur et à mesure, au bout d'un moment, on deviendra de plus en plus petit et donc on sera obligé de s'arrêter au bout d'un moment, voilà, dans l'algorithme. Alors ici, mon A fois B, pour 40, je peux en prendre différents, je pourrais prendre 2 fois 20, mais j'ai décidé pour l'exemple de prendre 4 fois 10. Donc prenons 4 fois 10, ok. Donc j'ai trouvé mon A et B, et maintenant je me pose la question suivante. Est-ce que 4 est premier? Et est-ce que 10 est premier? Si un des deux est premier, c'est terminé. Par exemple, si j'avais pris 2 fois 20, ici, si j'avais décidé de prendre 2 fois 20, ça serait terminé directement, parce que 2 serait premier, et donc j'irais, ah bah tiens, 2 divise 40, parce que 2 est premier. Donc il existe bien un nombre premier qui divise 40. Voilà. Bon, ici, j'ai fait exprès de choisir 4 et 10, parce que ici, on remarque que ni 4 ni 10 n'est premier. Ok. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais réitérer la même expérience sur 4 et 10. Alors, à 4, je demande est-ce qu'il est premier ou pas. J'avais répondu que 4 n'est pas premier. Et donc, ça veut dire qu'il existe A fois B qui est égal à 4. Donc ça, c'est égal à A fois B fois 10. Et donc ici, c'est A fois B fois C fois D, en fait, en réalité. Parce qu'il existe C et D tel que C fois D est égal à 10, et il existe A et B tel que A fois B est égal à 4. Voilà. Donc ici, on va trouver nos A, B, C, D, et on remarque que 4, c'est 2 fois 2, et 10, c'est 5 fois 2. Voilà. Et donc, vous voyez que vraiment, à chaque fois, en fait, j'obtiens de plus en plus de nombres en produit, mais que ces nombres sont de plus en plus petits, bien sûr. Voilà. Et donc, maintenant, je me repose la question sur chacun d'entre eux, est-ce qu'ils sont premiers? Et là, je remarque que 2 est premier, 2 est premier, 5 est premier, 2 est premier. Donc, ça veut dire que 2 est premier et divise 40, et 5 est premier et divise 40. Donc, il en existe bien au moins un qui est premier qui divise 40. J'ai qu'à choisir soit 2, soit 5. Et voilà, j'ai trouvé un algorithme qui me permet de forcément trouver un nombre premier qui divise un nombre n quelconque. Ici, j'avais choisi n égale 40. Mais cet algorithme marche pour tout nombre n plus grand que 2. Voilà. Alors,
chose qui peut être importante à retenir, c'est de retenir au moins les quelques premiers nombres premiers, parce qu'en fait, on les utilise assez fréquemment. Donc moi, je connais à peu près jusqu'à 23, 29 éventuellement. Donc bien retenir, 2 est premier, 3 est premier, 5 est premier, 7. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sont premiers. Et après, ça continue. Après, en réalité, il y a une infinité de nombres premiers. Alors je laisse aux plus aventuriers d'essayer de démontrer qu'il y a une infinité de nombres premiers. Ça peut se faire, c'est pas évident. Ok, je vous conseille de faire un raisonnement par l'absurde. Voilà. Imaginons qu'il y ait un nombre fini de nombres premiers, et vous verrez qu'il y a une contradiction quelque part. Alors, petite remarque ici, vous voyez que après 2, tous les nombres premiers sont forcément impairs. Pourquoi? Si j'avais un nombre premier strictement plus grand que 2 qui était pair, il serait divisible par 2, et donc on aurait 2 fois quelque chose est égal au nombre en question, donc le nombre ne serait pas premier. Voilà. Pareil, tous les nombres après 3 ne sont pas divisibles par 3, tous les nombres après 5 ne sont pas divisibles par 5, tous les nombres après 7 ne sont pas divisibles par 7, et compagnie. Alors du coup, ça permet de trouver un algorithme sur comment obtenir cette liste de nombres premiers. Et donc c'est ce qu'on appelle le crible d'Eratosthène. Donc qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on veut trouver tous les nombres premiers jusqu'à 100. On va faire un carré en 10 x 10. Et en fait, on va faire la manière suivante. On va commencer à 2. Donc 2 va être premier. Et ensuite, on va barrer tous les multiples de 2. Donc ici, je vais barrer 4, 6, 8, 10, 12. C'est ceux qui ont une croix rouge ici, sur le schéma. Bon. Ensuite, je passe au nombre suivant. Le nombre suivant, c'est 3. Je remarque qu'il n'est pas encore barré. Ça veut dire qu'il est premier. Mais par contre, vu que lui, il est premier, ça veut dire qu'il supprime plein d'autres possibilités de nombres premiers. C'est-à-dire que tous les nombres qui sont multiples de 3, du coup, ne sont pas premiers. Donc c'est-à-dire que 6 n'est pas premier, 9 n'est pas premier, 12 n'est pas premier, 15 n'est pas premier, 18 n'est pas premier, et ainsi de suite. Donc tous les autres multiples de 3, c'est-à-dire tous les multiples de 3 strictement plus grands que 3, ne vont pas être des nombres premiers. Et donc je continue ainsi. Ensuite, je remarque que 4, lui, est déjà barré. Ça veut dire qu'il n'est pas un nombre premier. Ça veut dire que un des soit 2, soit 3 le divisait. En l'occurrence, c'était 2. Maintenant, je passe au nombre suivant. Je remarque que 5 n'est pas barré. Ça veut dire qu'il est premier. Et vu qu'il n'est pas barré, maintenant, je dois supprimer tous les multiples de 5. C'est-à-dire 10, 15, 20, 25, 30, et je continue ainsi de suite. Et donc maintenant, je vais continuer étape par étape, à chaque fois passer au nombre suivant, voir s'il était barré ou pas. S'il n'était pas barré, c'est-à-dire qu'il est premier, et je dois barrer tous les multiples qui vont suivre de ce nombre-là. Et s'il était barré, et dans ce cas-là, je repasse au nombre suivant. Et donc ça, c'est le crible d'Eratosthène. Et ça permet de trouver la liste des nombres premiers. Alors, petite remarque. Alors, attendez, je vais juste boire un peu. Ça fatigue de parler. Alors, comment savoir si on a une calculatrice, si un nombre est premier ou pas? Et bien sûr, il y a une fonction sur la calculatrice pour ça, qui s'appelle isPrime, et qui répond true si la fonction est premier, et si le nombre est premier, désolé, et false si le nombre n'est pas premier. Voilà. Alors bon, ça c'est la méthode à la calculatrice, mais est-ce qu'on a une méthode à la main pour le faire? Et oui, il y en a quelque part. Alors en général déjà, on essaie de supprimer tous les cas évidents, c'est-à-dire tous les cas où le nombre n'est clairement pas premier. Par exemple, si un nombre est pair et qu'il n'est pas égal à 2, si j'ai un nombre pair mais qui est strictement plus grand que 2, par exemple 4, 8, 16, et bien dans ce cas, je sais qu'il n'est pas premier. Pourquoi? Parce que 2 divise ce nombre. Donc, comment savoir si un nombre est pair? Il suffit de regarder le dernier chiffre. Par exemple, si j'ai 32, je sais que 32 est pair. Pourquoi? Parce qu'il se termine par un 2 et que 2 est divisible par 2. Voilà. Donc ça, c'est un des critères de divisibilité par 2. Je peux aussi très facilement savoir si un nombre est divisible par 5. En effet, ça veut dire que son dernier chiffre doit se terminer soit par 0, soit par 5. Par exemple, 35 est divisible par 5, parce que ça se termine par un 5, mais 34 n'est pas divisible par 5, parce que ça se termine par un 4, qui n'est pas égal à 0, ni 0, ni 5. Alors, il y a aussi un critère de divisibilité par 3, qui est plus subtil. Lui, c'est on additionne tous les chiffres du nombre, et on regarde si la somme de tous les chiffres est divisible par 3. Donc ici, j'ai l'exemple suivant, n est égal à 23 583. Est-ce qu'il est pair? Il est clairement pas pair parce que 3, le dernier chiffre, est impair. Donc, c'est-à-dire que n n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, parce que le dernier chiffre n'est ni 0 ni 5, donc il n'est pas divisible par 5. Par contre, ce que je remarque, c'est que 2 plus 3
plus 5 plus 8 plus 3 est égal à 21, et 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Donc 21 est bien un multiple de 3, donc ça veut dire que ce nombre-là est un multiple de 3. Alors pareil, il y a aussi un critère de divisibilité par 9, c'est si la somme des chiffres est un multiple de 9. Alors, petite remarque ici, c'est que des techniques comme ça, il en existe quelques-unes pour les petits nombres, mais au bout d'un moment, il n'en existe plus. Et les démonstrations de ces techniques, là je ne vous les donne pas ici, parce que c'est un peu trop avancé pour la seconde, mais vous verrez que si vous faites spécialité maths en terminale, vous serez capable de démontrer pourquoi ces critères de divisibilité sont vrais. Voilà. Alors bon, si cette solution n'a pas marché, dans ce cas, on fait autre chose. Et donc si on n'a détecté aucune divisibilité évidente, c'est-à-dire divisé par 2, 3, 5 ou 9 par exemple, à l'aide des critères précédents, et bien dans ce cas, on va regarder, on va tester si notre nombre n est divisible par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à racine de n. Alors je vais donner un petit exemple. Alors par exemple, on se pose la question, est-ce que n pour n égale 197, est-ce que 197 est premier? Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va tester avec tous les nombres premiers qui sont plus petits que racine de n. Donc racine de 197, c'est à peu près égal à 14. Okay. Donc du coup, je vais tester avec 2, avec 3, avec 5, avec 7, avec 11 et avec 13. Donc 197, est-ce que c'est divisé par 2? Non. Par 3, 1 plus 9 plus 7, c'est égal à 8 plus 9, ce qui fait 17. 17 n'est pas divisé par 3, donc non. Par 5, ça ne termine pas par un 0 à 5, donc non. Ensuite, 7, 11 et 13, je les ferai à la calculette. Et je remarquerai que ce n'est pas le cas non plus. Et donc, dans ce cas-là, on peut en conclure que 197 est premier. Alors, vous voyez, vraiment, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que je n'ai pas besoin de tester avec des nombres premiers plus grands que 14. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que racine de n. Alors, je vais vous donner... Alors, ici, ça, c'était quelque chose qui était admis, mais je vais essayer de vous donner une petite idée de pourquoi c'est vrai. Alors, par exemple, imaginons on se pose la question de est-ce que 37 est premier? On verra qu'au final, oui, il est premier. Et en fait, on raisonne par l'absurde. C'est-à-dire, on se dit, imaginons si 37 n'était pas premier. Qu'est-ce qui se passerait? Ça voudrait dire que 37 serait égal à A fois B, avec A différent de 1 et 37, et B qui serait différent de 1 et 37. Ok. Petite remarque, on a aussi 37 qui est égal à racine de 37 fois racine de 37. Ok. Donc vu que 37 est égal à A fois B et 37 égal à racine de 37 fois racine de 37, ben, soit on a forcément A qui est plus petit que racine de 37 et B plus grand que racine de 37, ou ça peut être le contraire, A plus grand que racine de 37 et B plus petit que racine de 37. Bon, on peut aussi avoir le cas où A égale racine de 37, et dans ce cas, on a aussi B qui est égal à racine de 37. Ok, mais donc dans tous les cas, il y a au moins A ou B qui est inférieur ou égal à racine de 37. Donc, on ne peut pas avoir A et B, les deux plus petits que racine de 37, parce que dans ce cas, A fois B serait strictement plus petit que 37. Et on ne peut pas avoir A fois B, les deux strictement plus grands que racine de 37, parce que dans ce cas, A fois B serait strictement plus grand que racine de 37 fois racine de 37, et donc ce serait strictement plus grand que 37. Donc on a forcément un des deux qui est inférieur ou égal à racine de 37. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait la chose suivante. Donc, imaginons, dans notre cas, que ça soit A qui est inférieur ou égal à racine de 37. Ok. D'après le théorème précédent, on sait que, vu que A est supérieur ou égal à 2, parce qu'ici on a dit que A et B sont différents de 1 et 37, et puis bon, on n'a pas pris l'exemple 0 qui est assez évident. Donc, vu que A est plus grand que 2, il existe forcément un nombre premier P qui divise A. Donc on va poser A est égal à P fois A'. Voilà. Donc il y a un nombre P qui divise A, ça veut dire qu'il existe, ça veut dire que A est égal à P fois A'. Ok. Et dans ce cas, on obtient 37 est égal à P fois A' fois B. Et donc là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu qu'il existe un nombre P qui divise 37. Et autre remarque, P, vu qu'il divise A, est forcément plus petit que A. Donc il est forcément plus petit que racine de 37. Donc il existe un nombre premier P qui est strictement plus petit que racine de 37 et qui divise 37. Donc conclusion,
Si 37 n'était pas premier, il existerait un nombre premier plus petit que racine de 37 qui diviserait 37. Or ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'irai vérifier qu'il n'existe aucun nombre premier plus petit que racine de 37 qui divise 37. J'en conclus donc que 37 ne peut pas ne pas être premier, donc 37 est premier. Voilà. Et donc ça, c'est la méthode vraiment, c'est je prends un nombre n et je teste avec tous les nombres premiers qui sont plus petits que racine de n. Si aucun d'entre eux ne divise n, et ça veut dire que n est premier. Alors, autre théorème, et donc c'est un peu la continuation du premier théorème, on va voir. En fait, tout entier n supérieur à 2 se décompose en un produit de nombres premiers. Alors, petit exemple ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, par exemple, si je prends un nombre au hasard, entier, 5418, je peux forcément le décomposer comme un produit de nombres premiers. Ici, c'est 2 fois 3 au carré fois 7 fois 43, qui est égal à 5418. Alors, quel est le raisonnement ici? En fait, ça se rapproche un peu de ce que j'avais fait pour mon 40. En fait, j'ai 40 qui n'est pas premier. Donc, c'est égal à 2 a fois b. Avec a et b, les deux plus petits que 40. Donc 4 fois 10. 4 et 10, aucun des deux n'était premier. Et donc 4, je pouvais lui-même l'écrire comme 2 fois 2. Et 10, je pouvais lui-même l'écrire comme 5 fois 2. Et au bout d'un moment, si je réitère ce procédé, à la fin, dans mes produits, là, je ne vais plus avoir que des nombres premiers. Ce qui est le cas ici. Ici, j'ai 2, 2, 5 et 2 qui sont tous premiers. Voilà. Donc ça, c'est un peu la méthode. Alors ici, on a une autre méthode qui est équivalente. Si je vais commencer, par exemple, on va se poser la question de est-ce que 156 est la décomposition en nombre premier de 156. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord tester par le premier nombre premier qui est 2. 156, est-ce que c'est divisible par 2? En l'occurrence, oui. Donc on fait 156 divisé par 2. On obtient 78. Okay. On se repose la même question. Est-ce que 78 est divisible par 2? 78 divisé par 2, ça fait 39. Ok, on obtient 39. Maintenant j'ai 39. Je reteste. Est-ce que c'est divisible par 2, 39? Non, 39 divisé par 2, ça ferait 19,5. C'est pas un nombre entier. Donc ça veut dire que 39 n'est pas divisible par 2. Du coup, je vais essayer avec le nombre premier suivant. Est-ce que 39 est divisible par 3? 39 divisé par 3, ça fait 13. C'est bien un nombre entier. Et donc j'en conclus que 39 divisé par 3, ça donne 13, et que j'ai un 3 ici. Maintenant, le prochain nombre, c'est 13. 13 est un nombre premier, donc le plus petit nombre premier qui divise 13, c'est 13. Donc ça fait 13, c'est égal à 13 fois 1. Et donc là, j'ai réussi à obtenir au fur et à mesure que 156, c'est 2 fois 78, 78, c'est 2 fois 39, 39, c'est 3 fois 13, et 13, c'est 13 fois 1. Donc c'est dire que 156, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 13 fois 1. Donc c'est égal à 2 au carré fois 3 fois 13. Et j'ai réussi à trouver comme ça la décomposition en nombre premier de 156. Petite remarque, en réalité, une telle décomposition, si on ordonne bien les nombres, est en fait unique. Voilà. Et donc c'est très intéressant d'un point de vue mathématique. Alors cette décomposition, elle est utile pour les calculs aussi, pour pas mal de choses en calcul. Par exemple, elle va permettre de simplifier les fractions et de les rendre irréductibles. Par exemple, imaginons que j'ai la fraction 5488 sur 4312. A priori, c'est pas évident de savoir à quoi c'est égal de manière simple. Je vais remarquer les choses suivantes. Le numérateur, en fait, c'est égal à 2 puissance 4 fois 7 puissance 3, avec la méthode précédente. Le dénominateur, c'est 2 puissance 3 fois 7 au carré fois 11, grâce à la méthode précédente, je peux trouver. Donc, maintenant que j'ai réussi à en fait, factoriser quelque part ces nombres, je remarque que 2 puissance 4 sur 2 puissance 3, ça fait juste 2. 7 puissance 3 sur 7 puissance 2, ça fait juste 7. Et ici, j'ai toujours le 11 qui reste tout seul. Donc ça, c'est égal à 2 fois 7 sur 11. Et donc, c'est égal à 14 sur 11, ce qui est quand même beaucoup plus joli à présenter que les nombres qu'on avait au début. Donc ça, c'est comment simplifier des fractions. Cette décomposition, elle permet aussi de simplifier des racines carrées. Alors par exemple, si je fais racine carrée de 47 432, c'est pas évident de voir ce à quoi c'est égal. Mais je remarque maintenant que 47 432, en fait, c'est la même chose que 2 au cube fois 7 au carré fois 11 au carré. Donc c'est racine de 2 au cube fois 7 au carré fois 11 au carré, la racine de ça.
Alors là, qu'est-ce que je fais? Racine carrée de 2 au cube, c'est 2 fois racine de 2. Racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Racine carrée de 11 au carré, c'est 11. Et donc j'obtiens au final que ça, c'est égal à 2 fois 7 fois 11 fois racine de 2. Et donc au final, j'obtiens que racine de 47 432, bah, c'est rien d'autre que 154 fois racine de 2. Et donc voilà, j'ai réussi à simplifier en quelque sorte ma racine carrée. Donc ensuite, vraiment, dans les calculs, lorsqu'on a des nombres qui peuvent facilement se factoriser, on aura à peu près le réflexe de décrire la forme simplifiée des fractions et des racines carrées. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, moi je commence à plus avoir trop de voix. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à voir le reste du cours de seconde, première, terminale et plein d'autres cours sur leornian.net. Et j'espère vous revoir pour la suite de ce cours sur les entiers qui n'est pas encore terminé. À bientôt!